Salut à tous, Novak Djokovic est-il un tricheur? Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que ce titre est sponsorisé par mes chers amis de l'équipe que j'embrasse. Derrière cette question un peu putaclic se cache une réalité. Novak Djokovic est un tricheur. Non, pas du tout, qu'est-ce que je raconte? Pas du tout, il n'est pas du tout un tricheur Novak Djokovic, mais qu'est-ce que je raconte, bordel de merde? Et on attaque notre analyse flamboyante de Novak Djokovic sous le prisme de la triche. Je vous le garantis, d'ici la fin de la vidéo, vous aurez une réponse claire, nette et définitive. On va commencer avec le premier chapitre de cette analyse, le metagame. Alors, qu'est-ce que c'est que le metagame? Le metagame, ce sont tous les éléments que vous mettez en place pour faire dégoupiller votre adversaire, pour le mettre dans votre poche, pour lui rentrer dans le cerveau. Alors ça peut se passer directement sur le court avec une certaine tactique qui, vous savez, peut embêter votre adversaire. Par exemple, spammer les amortis si votre adversaire est à 5 mètres de la ligne de fond. Ça fait plaisir. Mais c'est surtout le metagame, ce qui se passe en périphérie du court. Et ça, Novak Djokovic, c'est un maître en la matière. C'est un joueur qui intimide ses adversaires, qui intimide le corps arbitral, que ce soit fait d'une manière claire, ostensible ou pas. On l'écoute justement à ce propos au micro de Boris Becker sur Eurosport. Il nous explique comment est-ce qu'il appréhende son entrée sur le court central de l'Open d'Australie. It's really one of the coolest walk-ons that we have on the tour, for sure. Seeing all these names inspires you, brings you kind of into the moment of appreciating the fact that you're going to go out on the center court of one of the most important tournaments in the world and you're going to compete where all these greats were competing. But at the same time, it's balanced with emotions of the anticipation for the match, right? What are you going to do? How is your opponent walking in front of you, whether he's limping or not? Yeah, you always watch. I watch the two as well. Of course, you're observing every single detail, what happens, and you know how it is. It's kind of mind games before the match and after the match and during the match, sorry. Donc imaginez-vous la scène, vous marchez devant Novak Djokovic qui a remporté 9 fois l'Open d'Australie. Vous voyez les noms défiler à gauche et à droite, vous marchez, vous avez le souffle rauque du Serbe sur votre nuque qui est là, je vais me le farcir. Vous avez le bruit des pas, vous avez son nom qui apparaît 1, 2, 3, 4, 9 fois consécutivement et vous êtes là, vous avez déjà en fait quelque part un petit peu perdu la rencontre et lui il le sait, lui il en joue et c'est sa façon à lui déjà de rentrer dans votre cerveau. L'intimidation, bien sûr, ne s'arrête pas là, elle continue sur le court. Novak Djokovic va adapter son comportement, il va adapter son langage corporel en fonction de son adversaire. S'il affronte Rafael Nadal ou Roger Federer, il aura un langage corporel précis, ce sera pas le même s'il affronte un jeune néophyte comme par exemple Jenson Brooksby à l'US Open cette année. Regardez un petit peu cette séquence. Et oui, il est puni, la balle est bonne. Hop, on s'arrête là, vous voyez c'est très subtil, Le passing a été tiré depuis 10 secondes, donc Novak aurait eu tout le loisir de célébrer ce passing victorieux avant, mais il va attendre que Jenson Brooksby le regarde pour pousser son cri, la fameuse Wolf Energy. Ces éléments ont tendance parfois à nous échapper, C'est dur de voir des petites séquences comme ça, surtout sur des matchs à l'US Open qui se déroulaient en pleine nuit, il faut être attentif à tous les moindres détails, et Novak Djokovic fait partie de ces joueurs qui utilisent ces petits cris, ces houspillages, ces intimidations vis-à-vis de son adversaire pour essayer de le déstabiliser. Mais pas que, il utilise également son aura, son charisme pour déstabiliser le corps arbitral, pour le pousser à prendre des décisions qui sont en sa faveur, et ça on a deux exemples qui sont très frappants. D'abord à Rome cette année. How much more you want to play? I'm going to check the court. I asked you 3 times, you're not checking anything. You didn't ask to check the court. Par la suite, même si Novak Djokovic s'est excusé vis-à-vis de l'arbitre par rapport à son comportement outrancier dans cette séquence, ça changera pas le fait que la prochaine fois que l'arbitre aura une décision difficile à prendre, on peut quand même imaginer qu'il la prendra davantage en faveur de Novak Djokovic plutôt qu'en faveur de son adversaire, parce qu'il aura pas envie de revivre un moment aussi désagréable. Et un point très important qu'il faut que vous reteniez par rapport à tout ça, c'est qu'il n'y a pas d'accident, c'est pas fait par hasard ce genre de comportement, il n'y a pas de loup qui sort du corps de Novak Djokovic pour le faire agir de cette façon. Non, ça n'existe pas, c'est un joueur qui calcule tout au moindre détail près et il sait qu'il peut se le permettre, il sait qu'il peut avoir ce type de comportement outrancier et qui sera pas sanctionné par les arbitres qui seront à la fois décontenancés et surpris d'avoir ce joueur numéro 1 mondial qui leur gueule dessus. Donc il a conscience de ça et encore, ça c'est que la partie visible, la partie émergée de l'iceberg. On n'a pas connaissance de toutes ces discussions périphériques, les discussions en coulisses où je suis à peu près certain que Novak Djokovic pèse de tout son poids, de toute son aura pour que l'ensemble des décisions lui bénéficient. D'ailleurs, rappelez-vous ce qui s'était passé à Roland Garros en 2019 face à Dominic Thiem en demi-finale. Le Serbe avait quitté le court et puis n'était pas revenu malgré une météo clémente. On aurait pu reprendre ce soir-là, mais il me semble, en tout cas, c'est les bruits qui courent, que Novak Djokovic en a décidé autrement. S'il n'y avait que ça, s'il n'y avait que de l'intimidation de la part de Novak Djokovic, ce serait un petit peu maigre pour parler de metagame. On voit avec lui à quel point il utilise tous les paramètres légaux, pas les Lego et les Playmobil,
tous les paramètres légaux pour déstabiliser son adversaire, et on a notamment ce truc complètement fou avec le changement de tenue quand ça va mal. Si vous suivez le tennis assidûment, et je pense que vous le faites si vous regardez cette vidéo, d'ailleurs n'hésitez pas à claquer un énorme pouce bleu en bas de cette vidéo et également à vous abonner si c'est pas encore déjà fait. Abonne-toi, c'est le bouton en bas, c'est un rectangle rouge, tu t'abonnes, tu pousses, tu cliques et on est bien, c'est gratuit, moi ça me fait plaisir. Vous avez remarqué qu'il y a eu 2 changements de tenue assez stratégiques de la part de Novak Djokovic. Le premier c'était en finale de Roland Garros face à Stefano Tsitsipas. Vous le voyez ici, dans les 2 premiers sets, ça se passe très mal pour Novak Djokovic, il arbore une tenue blanche en haut et rouge en bas. Et ensuite, on va avoir une pause pipi de 3-4 minutes et il va revenir avec des couleurs inversées. Même chose à l'US Open en finale contre Daniil Medvedev, il est mené 2-7, 5-2 et il va changer de tenue. Regardez, on passe du bleu au blanc. Sur la première finale à Roland Garros, il va retourner le match en étant un peu plus agressif d'ailleurs à partir du 3e set. Et à l'US Open, il va réussir à débreaker un seul débreak, il y en avait 2 de retard dans le 3e, mais il a failli réussir à retourner la situation encore une fois. Et j'en vois déjà certains dans les commentaires me dire mais qu'est-ce qu'on s'en branle d'un changement de tenue en finale de Grand Chelem, ça va rien changer. Justement, si Novak Djokovic, il se dit que si ça a 0,0001% de chance de changer le destin du match, eh bien il va essayer de le faire, et ça fait partie de la stratégie du metagame de Novak Djokovic, et bizarrement, quand le mec gagne, il change pas de tenue. Regardez, finale de l'Open Australie contre Daniil Medvedev cette année, il remporte le match aisément 3-7-0, il a pas changé de couleur pendant la rencontre. Et tout ça, c'est sans compter sur la communication de Novak Djokovic, mais là ça prendrait beaucoup trop de temps pour la développer dans une seule et même vidéo, ça prendrait des dizaines de minutes au moins. La communication de Novak Djokovic, elle est très particulière, parce qu'on a un côté un peu malade imaginaire, Calimero, on a du mal à situer exactement quel est le fond de vérité quand il parle de multiples blessures après les Jeux Olympiques, et puis pour finalement arriver à l'US Open, arriver jusqu'en finale, et ne pas être loin de faire le Grand Chelem calendaire. Sans compter sur le drama à l'Open Australie contre Tyler Fritz avec la soi-disant déchirure, il dit en sortant du cours « je crois que c'est une déchirure », après le lendemain il refuse de s'exprimer là-dessus, on peut comprendre, il reste dans son tournoi, peut-être qu'il a parlé aussi sur l'effet de l'émotion, et ensuite quand il remporte le trophée, il dit « bah si c'était une déchirure, elle s'est aggravée pendant le tournoi, vous le verrez dans mon documentaire qui doit sortir d'ici quelques semaines », mais voilà, avec Novak Djokovic, on a toujours un peu cette ligne où le mec fait tellement d'intox en fait, et tellement border en fait, ça fait partie de son ADN à Novak Djokovic, il est tellement border d'une manière générale que c'est un peu comme quand on crie au loup tout le temps, on a un peu du mal à vous croire au bout d'un moment. Bon du coup, si ce que je viens de dire dans les premières minutes de la vidéo vous tétanise complètement, si vous pensez que je suis subjectif et haineux vis-à-vis de Novak Djokovic, déjà c'est le cas, bravo à vous, vous êtes extrêmement clairvoyant et extra lucide. Je suis un haineux qui cache en fait sa haine de Novak Djokovic en disant des bonnes choses sur lui de temps en temps. Ah non, ça c'est les mecs de l'équipe, c'est pas moi, j'ai confondu, désolé. Et pour les autres, je vous invite à écouter ce deuxième point parce que ça va être explosif. Les pauses pipi. Une seconde, ça a pris une seconde. Je découvre maintenant seulement, je commence à réaliser ce qui s'est passé. Je n'ai rien su faire. Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes savates et terminer bonsoir. Le deuxième point, les pauses pipi de Novak Djokovic. Il y a pas mal de choses à dire et on attaque tout de suite. Disclaimer pour commencer. Novak Djokovic n'est pas l'inventeur des pauses pipi. Novak Djokovic n'est pas le seul joueur à faire les pauses pipi. Novak Djokovic est un des joueurs qui passe le moins de temps aux toilettes. Pensez à Reilly Opelka, pensez à Stefano Tsitsipas, pensez à tous ces joueurs-là. Ils passent des dizaines de minutes aux toilettes, ça nous embête. On est là, on est devant notre télé, on se dit quand est-ce qu'ils vont revenir, on est avec notre chronomètre dès qu'on les voit partir avec leur sac à main, leur petite trousse de toilette. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans ces toilettes? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont faire pipi véritablement? Est-ce qu'ils vont prier? Est-ce qu'ils passent des coups de fil à leur papa, Apostolo Tsitsipas? On se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se Tsitsipas aux toilettes? Et puis on se pose 5 minutes et on se demande mais est-ce que c'est vraiment important en fait? À quel moment c'est devenu un sujet essentiel? Au début de l'US Open, on a l'impression qu'on parlait que de ça. Tsitsipas, il a pris des torrents de merde, des torrents de titi caca. Est-ce que c'était vraiment justifié? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que Novak Djokovic a sa responsabilité, encore une fois, je sais. Et là, j'en vois déjà certains derrière leur écran qui sont là. Pourquoi il s'acharne autant sur Novak Djokovic, bordel? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour qu'il s'acharne autant? Pourquoi il a écrit Novak Djokovic est-il un tricheur? C'est pas une question, c'est une affirmation. Il y a un point d'exclamation, c'est une affirmation quand même. On doit donc dire, pour être tout à fait objectif, que même si les pauses pipi existaient avant cette double séquence à Roland Garros, pause contre Musetti, il est mené 2-7-0, pause contre Tsitsipas, il est mené 2-7-0, c'est arrivé avec d'autres joueurs, mais là en fait ce qui s'est passé c'est que en face, de l'autre côté du filet, il y avait Stefano Tsitsipas, et lui il a vu ça et il s'est dit ah ok, on peut la jouer comme ça, c'est le metagame maintenant, c'est la nouvelle méta en tennis, on sort pendant 3-4 minutes, on revient et on est un nouvel homme. Alors qu'est-ce qu'il a fait aux toilettes? En plus Novak Djokovic, il est pas allé aux toilettes, c'est pas ce qu'il raconte. Il dit lui qu'il s'est reconfiguré, donc le mec déjà c'est un ordinateur, hein, il fait des mises à jour en plein match, en pleine finale de Grand Chelem, il s'est reconfiguré, il a fait de la visualisation mentale, mais les toilettes c'était accessoire, et du coup là on arrive sur un stade où ouais, les joueurs qui sont en face, les Tsitsipas, et même toutes les personnes qui ont regardé le match, hein, clairement, se sont dit
ah ouais, on peut faire ça en fait, on peut utiliser les toilettes comme moment de respiration. Et donc c'est un mélange de deux choses, c'est à la fois Novak Djokovic qui avait inscrit ça dans sa méta globale, mais en même temps on a un joueur comme Stefanos Tsitsipas et d'autres joueurs également qui se sont inspirés de ça. Si ça avait été fait dans un autre contexte, par exemple s'il avait juste fait ça contre Musetti et pas en finale, s'il avait remporté la finale 3-7-0 et qu'il n'avait pas eu besoin de faire une pause pipi de cette façon-là, peut-être qu'on aurait eu des choses différentes. Donc je pense qu'il a une influence par rapport à ça, même si c'est pas non plus le diable non plus quoi. Voilà, juste aller faire une pause toilette pendant 3-4 minutes. Bon. Vous noterez également d'ailleurs que à l'US Open, on l'a vu très prudent, et à Wimbledon aussi, hein, mais à l'US Open, on l'a vu très prudent avec les pauses pipi. Il s'est changé sur le court, il a fait très peu de pauses, il a même défendu Tsitsipas par ailleurs, il a dit trop d'acharnement par rapport à Tsitsipas. Bah, c'est normal un peu mec, parce que t'as un peu enfanté ça quand même, enfin, t'étais le mec en face qui est sorti en finale de Roland Garros, lui il a vu ça, il a vu le match tourner complètement, il est pas bête, il s'est dit bah tiens je vais inscrire ça dans ma routine désormais, et puis bah voilà quoi. Et donc ce qu'il est important de noter ici, c'est qu'on peut pas avoir les responsabilités, l'aura, le charisme, le pouvoir décisionnaire de Novak Djokovic sur le circuit ATP, et en même temps bah, se dire ouais bah moi je suis allé aux toilettes pendant 3-4 minutes pour me reconfigurer, et du coup si j'ai influencé ou si j'ai changé le truc, le paradigme global, bah c'est juste moi en fait qui suis sorti, enfin c'est pas moi qui suis responsable. Non, tu peux pas dire ça, t'as une influence majeure sur le jeu, et la façon dont Novak Djokovic appréhende ce sport qu'est le tennis, alors c'est un champion phénoménal, très clairement, mais il y a aussi un côté, et là j'espère vous l'avoir montré dans cette vidéo, il y a tout ce metagame, toute cette intox, en fait on peut résumer ça de cette façon, l'intox menée par Novak Djokovic, qui fait partie également intégrante du personnage. Même si vous êtes amoureux, adorateur de Novak Djokovic, je sais qu'il y en a qui sont là en train de regarder la vidéo en train de s'énerver, même si vous êtes adorateur de Novak Djokovic, sachez objectivement que ce joueur, il a ça dans le sang, cette intox, ça fait partie du personnage, ça fait partie du champion qu'est Novak Djokovic. Je suis intimement convaincu que si on n'avait pas ça chez Novak Djokovic, cette façon d'intimider, cette aura, ce charisme, et on l'a vu en 2021, quasiment toutes ses victoires, ce sont des victoires mentales. Donc s'il avait pas ça, je suis convaincu que ce serait pas le champion qui est aujourd'hui au sommet du jeu. Ce serait un joueur qui aurait un beau palmarès, certainement, mais qui serait pas aussi fort, aussi grand qu'il est à l'heure actuelle. Transition toute trouvée vers le dernier chapitre de cette vidéo, le prix du drama. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est tout simplement le prix à payer pour l'utilisation de cette méta. Alors je pense l'avoir montré dans cette vidéo, Novak Djokovic c'est le joueur moderne qui a le plus essayé de détourner les règles à son avantage. Déjà dans un premier temps il avait pris cette façon qu'avait Rafael Nadal de mettre beaucoup de temps avant de servir, ça il a réutilisé ça à son avantage, le détournement des aussi 20-30 secondes entre la première et la deuxième. On peut aussi parler de la récupération avec ce fameux œuf pressurisé à 75 000 $ qui pose la question de l'équité sportive, parce qu'on sait que des joueurs qui sont au-delà de la 100e place mondiale ne peuvent pas s'offrir ce type de matériel. Et puis on l'a montré dans cette vidéo, le changement de tenue, de couleur plus précisément, en plein match, qui est un peu la caricature de Novak Djokovic, qui essaye à tout prix à chaque fois de mettre tous les éléments à son avantage. Et tout ça au fond ce ne serait pas si important si Novak Djokovic n'était pas ce joueur numéro 1 mondial, meilleur joueur de la décennie écoulée, et aussi influent sur la nouvelle génération. On peut le voir avec Stefanos Tsitsipas, je l'ai montré dans cette vidéo, avec Daniil Medvedev également, qui a beaucoup de similarités je trouve avec Novak Djokovic sur le plan technique et tactique cette fois-ci. Et donc si on fait une synthèse entre sa position dominante sur le circuit, c'est le plus grand joueur de ces 10 dernières années, Novak Djokovic chez les hommes, on a ça, on a son côté très influent également sur le circuit d'une manière générale, sur le board ATP, on se retrouve avec un joueur qui a déplacé littéralement le pôle de valeur, le pôle de choses qui est acceptable de faire pour remporter un match. Ce qu'il faut pas oublier c'est que c'est cyclique tout ça, on a eu dans les années 70-80 des Nastase, McEnroe, Connors, si vous connaissez mal ces joueurs je vous invite à regarder quelques best-of, hein. Les mecs qui s'envoyaient des noms d'oiseaux en plein match et ça s'insultait carrément, donc tout était permis pour déstabiliser l'adversaire, ça allait même un cran plus loin que maintenant, c'est un peu plus assoupli désormais, mais c'est pour ça aussi qu'on remarque à quel point Novak Djokovic utilise cette méta un peu anti-classique dans le tennis. Et le problème avec Novak, c'est que il y a un risque fondamental d'être essentialisé là-dessus, c'est-à-dire que tout va être analysé sous ce prisme à travers ça et il aura jamais le bénéfice du doute ou alors très peu, et on l'a vu dans la narration globale des médias, surtout les médias occidentaux, c'est souvent ce prisme qui est utilisé pour lire les faits et les méfaits de Novak Djokovic. Et le problème pour lui, vraiment le gros problème, c'est qu'il est prisonnier de ça, parce que cette attitude, cette aura qu'il essaie d'installer, c'est ce qui lui permet d'asseoir sa domination mentale, psychologique sur le reste du circuit, donc il peut pas vraiment s'en débarrasser, donc il est obligé de composer avec cette forme de narration qui est parfois juste, parfois distordue, en tout cas c'est lui qui est un peu le co-auteur de cette narration. Et même si Novak c'est une personne très fine, très intelligente, on le voit en conférence de presse, il est très articulé, la façon dont il arrive à désamorcer parfois les pièges posés par les journalistes. On se souvient de cette question cet été quand on lui a demandé What's it been like to be something of the bad guy chasing after Roger and Rafa all these years? Vous imaginez, vous sortez d'un match, vous entendez ça, vous avez toutes les raisons de découpiller, et globalement il est très fort pour allumer les contre-feux. Le problème pour Novak c'est qu'on vit dans une époque qui est très particulière en 2020,
Destiny 2020, je vous apprends rien, on est sur une société qui juge tout le monde à l'emporte-pièce, les tribunaux de Twitter qui sont tous les jours quotidiennement à essayer de trouver des personnes qui ont fait des petites fautes ici et là il y a 10-15 ans pour leur tomber dessus. Donc lui, Novak, il arrive, c'est un personnage extrêmement clivant, il arrive en plein dans cette époque, donc forcément tout est multiplié par 5, 10, 20. Et puis il y a ce piège dans lequel tombent énormément de médias, je vais pas vous les citer, hein, vous les connaissez par cœur, certains médias qui vont alimenter ce buzz, qui vont alimenter cette mauvaise narration, c'est une cible facile, Novak Djokovic, et parfois on sent que sur un micro-truc, donc par exemple ce qui s'est passé avec Simone Biles hein, cet été, on en avait parlé sur la chaîne, un micro-truc, ça va être amplifié, ça va arriver sur les réseaux sociaux, ça va prendre encore une triple, quadruple épaisseur, tel du papier toilette, et on va jamais s'en sortir en fait. On a ce commerce de la haine, du drama, et le bilan qu'on peut faire de cette analyse de cette vidéo, c'est qu'il y a un prix au drama, il y a un prix à antagoniser, vous le payez à un moment donné, Novak Djokovic le paye parfois d'une manière un petit peu forte, et donc il incite des questions pièges, des questions tordues, c'est quelque part normal. Aujourd'hui, du coup, avec Novak Djokovic, on a deux camps qui s'affrontent hein, jusqu'à la fin de sa carrière très probablement. On a le camp de l'angélisme, ceux qui disent non mais il est parfait Novak Djokovic, dès qu'il touche quelque chose, il le transforme en or, regardez à quel point il est gentil avec les joueurs qui n'ont pas beaucoup d'argent, regardez ce qu'il fait avec sa fondation, etc. Donc on a un angélisme pur qui est un peu idiot parce qu'il occulte toute cette partie-là, toute cette méta qui est fondamentale dans le succès de ce joueur. Et en fait, si vous ne voyez que les bonnes choses que Novak Djokovic fait, bah vous êtes à la masse en fait. Vous avez rien compris du joueur, vous êtes complètement aveuglé parce que Novak Djokovic, c'est pas ce que vous pensez, je vous rassure. Terminons cette vidéo par une petite phrase que je vais me permettre de vous lire. La vérité, comme souvent, se situe dans la nuance et le piège dans les algorithmes qui vous ont fait cliquer sur cette vidéo nuancée au titre putaclic. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à claquer un énorme pouce en bas de cette vidéo, essayons d'atteindre les 1000 pouces. Allez, on y croit, on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer Indian Wells tous les jours, le digest est de retour. N'hésitez pas également à me donner dans les commentaires votre avis sur cette vidéo, est-ce que Novak Djokovic est un tricheur ou pas? Vous l'avez compris, mon avis c'est que Novak Djokovic est un...